Être et savoir. Espace. Vous le savez, quand il est 15h, les mercredis et les jeudis sur Espace, nous parlons éducation et l'émission c'est Être et savoir. Nous abordons toutes les questions liées à nos écoles avec les mêmes chroniqueurs. Monsieur Wali, bonsoir. Monsieur Mohamed Ali, bonsoir. Cet après-midi avec Monsieur Alpha Keïta, bonsoir. Monsieur Koné, bonsoir. Monsieur Cheikh, bonsoir. Bonsoir Mohamed Ali. Merci à tous d'être là. On va lancer le débat, Monsieur Wali. Aujourd'hui, on va parler de 224 objectifs BAC qui, la semaine dernière, a lancé le projet. Le projet a été lancé la semaine dernière pour les villes de l'intérieur du pays. Effectivement, nous allons parler de l'initiative répétée de l'ONG Khara. Oui. Qui est porteur du projet 224 objectifs BAC. Oui. L'école vers les apprenants de l'intérieur du pays qui sont en déficit d'enseignants. Donc 224 objectifs BAC veut leur apporter son soutien. On aura le responsable des opérations Mohamed So qui sera dans ce studio pour nous expliquer cette année quelles sont les activités qui sont prévues. Sinon, on va parler des syndicats. On va parler des syndicats. Et vous avez été méchant. Vous avez parlé d'agonie syndicale. Oui. Patatras, agonie syndicale. Parce que nous savons tous le monde syndical en Guinée aujourd'hui va mal. Voilà, donc nous allons donc recevoir M. Salif Kamara, le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Oui. Il va venir nous parler des grandes questions qui sont en lien avec le mouvement syndical en Guinée aujourd'hui. Ça ne finit pas, ce sont les 5%, ce sont les primes d'incitation. Ça me fait penser à M. Cheikh déjà. Quand je parle des primes d'incitation et ainsi de suite, voilà. Donc voilà, l'émission c'est Être et savoir. C'est maintenant que vous venez de nous prendre, vous le savez. Vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission via SMS au 657 39 13 13. Ou vous nous appelez au 628 69 69. Voilà, il y a le 69 69. Être et savoir, c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre. L'émission va démarrer. Être et savoir. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. Espace. Être et savoir, c'est la suite donc de l'émission. Je commence par Monsieur Alpha. Monsieur Alpha, le manque d'enseignants, on ne finit pas d'en parler. Hein? Le manque d'enseignants, notamment à l'intérieur du pays. Les examens approchent à grands pas, mais à l'intérieur du pays, on se rend compte qu'effectivement, le manque d'enseignants se fait remarquer de plus en plus. Oui. Malheureusement, le ministère nous dit... jusqu'alors, là, depuis le début de l'année scolaire, on ne fait que nous faire des promesses, mais toutes ces promesses-là n'ont pas été tenues. Et je pense bien que c'est une chose vraiment qui va très mal dans le cadre réellement de l'évolution des processus d'enseignement et d'apprentissage dans les différentes écoles à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, nous constatons que chaque année, il y a le taux d'admission à l'intérieur du pays est très faible, et cela est dû à des facteurs bien spécifiques, surtout liés au manque d'enseignants dans ces différentes professions. Parce que là, on ne parle même pas de bons enseignants. On ne parle pas de bons enseignants, de manque d'enseignants. C'est ça le problème. Il n'y a même pas d'enseignants. Voilà. Donc, sur ce point, moi je pense bien que si l'État ne veut pas s'engager, surtout le MENA ne veut pas s'engager, qu'on laisse vraiment les personnes de bonne volonté de faire l'essentiel pour ces fils du pays qui ont besoin réellement de cette situation. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette semaine, on a lancé le projet 224 objectifs BAC a été lancé. Monsieur Cheikh, vous avez appris. Oui. Je pense que ce projet est salutaire, étant donné que le projet a déjà fait ses preuves avec des jeunes aguerris. Pendant la période de Covid, les jeunes ont donné cours. Donc, je pense que je suis content pour Koubia, surtout pour Koubia. Oui. Parce qu'à Koubia, vraiment, ça craint. Oui. Si les jeunes de 224 objectifs BAC descendent à Koubia, je pense que ça va porter des fruits. Oui. Les autorités doivent donner les moyens à ces jeunes volontaires de s'exprimer. D'accord. Il y a pas de problème, monsieur Wali. Vous êtes avec nous, monsieur Wali? Oui, je suis avec vous. Vous êtes en train de dormir. Qu'est-ce qui se passe dans votre téléphone, monsieur Wali? Je ne dors pas. Voilà. Donc, comme les deux premiers intervenants l'ont signalé, le projet 224 objectifs BAC est très salutaire. C'est un projet humaniste que l'on doit encourager. Et je pense que les autorités de l'éducation et les mécènes, les éventuels mécènes qui nous regardent aujourd'hui,
doivent accompagner ce type de projet. Parce que très malheureusement, on se rend compte qu'on est prêt à accompagner souvent la mamaya. Et quand il s'agit de choses sérieuses, parfois on ne voit plus personne. Je pense que ce sont des initiatives à encourager. Parce que ces jeunes veulent apporter quelque chose à notre éducation. Ce n'est qu'un plus pour la formation de ces enfants. Pour la formation. Voilà. Donc il y a des questions pour autant autour des 224 objectifs. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout comment on arrive à faire les choses. On a invité donc Kerman Amidousso qui est avec nous en studio. Kerman Amidousso, bonsoir. Le micro, monsieur Amidou Sow. C'est un saut, hein. Oui, c'est un saut dans l'après-midi. Ça va, Amidou Sow? Ça va. Voilà, merci beaucoup. Ça va avec le micro, vous êtes sûr? Oui, ça va. Bienvenue, donc vous êtes le responsable des opérations du projet. Merci. Alors dites-nous, 224 objectifs, qu'est-ce que c'est? Merci de me recevoir sur ce plateau dans cet après-midi. Oui. 124 objectifs BAC, c'est un projet piloté par l'ONG Khagan. Oui. Khagan est une ONG qui évolue dans le cadre éducatif. Son but, c'est participer à la qualification de ce que je veux dire, du système éducatif en Guinée. Khagan a eu des composants comme 224 objectifs BAC, qui est d'ailleurs notre projet phare. Et ce projet consiste à mobiliser des jeunes de Conakry, des jeunes enseignants volontaires, et pour aller à l'intérieur du pays apporter un appui pédagogique aux enseignants, plutôt aux élèves qui sont en manque d'enseignants. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas que le manque d'enseignants à l'intérieur du pays, mais il y a aussi la mauvaise qualification des enseignants qui s'y trouvent. Nous, dans ce projet 224 objectifs BAC, on s'est fixé comme objectif d'aller aider nos jeunes frères à l'intérieur du pays, qui passent parfois le bac dans les mêmes conditions que ceux de Conakry, mais qui n'ont pas toutes les chances d'avoir des enseignants comme on a ici à Conakry. D'accord. Alors cette année, quelles sont les régions que vous avez ciblées? Comment vous faites le choix des régions? Voilà, cette année, nous mettons... Ce sera moi qui pose les questions. Oui, mais on te laisse parler parce que... voilà. Pas maintenant, pas tout de même. Voilà. Parce que il faut... Voilà. Cette année, on veut mettre le cap sur la région de l'Abbé. Sinon, d'habitude, nous fonctionnons en fonction du faible taux de réussite enregistré dans les régions. Et vous vous souviendrez qu'en 2018, la région de Mamou a été la dernière région sur les 7, excepté Conakry. Et cette région avait enregistré 13% d'admis au baccalauréat. Du coup, c'était notre première année d'existence. Et quand nous sommes allés à Mamou, le résultat, on a eu au moins 2% d'augmentation. Donc la région a quitté de 15%, et plutôt de 13% à 15%. Le micro, oui. Voilà. Soulevez le micro. Comme ça. Oui. Okay. C'est bon? Oui, allez-y. Voilà. Je disais tantôt que la région de Mamou avait enregistré après notre départ un taux de réussite de 15%. Donc en 2018, la région était à 13%. D'accord. Et vous allez constater que Mamou, qui était dernière région, a déclassé les autres préfectures, les autres régions, et est revenue 3e rang. La région de Farana et la région de Boké ont été les 2 dernières régions. Tellement qu'on est arrivé grand, on a voulu mettre le cap sur les 2 régions en même temps. Mais vous savez, l'année dernière, le pays a été confronté, comme tous les pays du monde d'ailleurs, à se frapper à cette pandémie de Covid-19. Cela a rétréci nos moyens et puis nos temps. On n'a pas pu aller dans ces 2 régions, mais nous sommes allés quand même à Farana. Parce que Farana était placé dernier, qui avait enregistré un taux de réussite à 13%. Et après notre départ, la région est venue à 27, quelques %. Normalement, cette année, c'est la région de Mamou. Quand on parle de région, on parle de plusieurs préfectures. Justement. Quand on parle de la région de Mamou, on parle de la préfecture de Mamou, d'Alaba, mais aussi de Pita. Dans la région de Farana, il y a Farana Ville, il y a Dingira et Daboulou et Kissidougou. Et malheureusement, on n'a pas été à Kissidougou pour diverses raisons. Mais dans les 3 autres préfectures, après notre départ, on a eu quand même un retour. Et ce retour a été satisfaisant. Comme je le disais tantôt, normalement, on devrait encore être à Mamou cette année. Parce que Mamou a été encore dernier. Heureusement, Mamou n'a pas régressé.
On l'a laissée à 15% et elle est toujours à 15%. Mais comme vous savez, l'année dernière, il y a eu une débâcle au niveau des résultats et dans la préfecture de Koubia. Donc à cause de Koubia, nous avons un peu déréglé notre principe et puisque nous estimons que le besoin est plus ardu à Koubia et on a mis le cap sur la région de la baie. Moi, je voulais savoir parce que vous vous déplacez, vous quittez Conakry pour l'intérieur du pays et je me demande comment vous faites parce que c'est pas, je comprends par là que c'est pas le ministère qui vous accompagne et je comprends que vous n'avez pas une situation devant vous qui vous ramène à aller faire ce qu'il faut en fait. Le financement, vous financez comment vous faites pour y aller et mettre tout en place, tous ces processus que vous êtes en train d'expliquer. Voilà, le financement nous n'en avons pas. Et d'ailleurs, s'il faut interpeller la volonté des uns et des autres ce projet, ça serait bien de vouloir de les interpeller pour ça. Comme on a dit, c'est un projet social. Tous les participants du projet viennent gratuitement et le font de façon volontaire. De façon volontaire, ça veut dire qu'il n'y a aucune prime qui leur est destinée. Mais comme vous savez, il faut, quand tu es citoyen d'un pays, il faut essayer de faire quelque chose pour son pays. Donc, il y a des jeunes engagés parmi nous. Là, le financement commence d'ailleurs par nos propres cotisations. Nous jeunes, on cotise pour essayer de, comme passer dans vos émissions par exemple, essayer de lancer le projet et faire beaucoup d'autres activités avant de se déployer sur le terrain. Voilà, ma deuxième question donc va se focaliser sur ce point. C'est-à-dire, les professeurs vont se déplacer de Conakry pour l'intérieur du pays. Comment vous faites leur choix? La sélection est très rude. Déjà, on a mis un comité d'experts en place qui est composé des enseignants expérimentés, disons des vingtaines d'années d'expérience dans l'enseignement. Et nous lançons un appel à candidature. Les jeunes enseignants volontaires qui veulent participer appellent ces numéros pour s'inscrire. Et après l'inscription, nous les rappellerons pour un test. Parce que c'est bien d'aider les gens. Mais il ne faut pas envoyer n'importe qui. Parce qu'on a besoin de la qualité quand même. Effectivement. Du coup, c'est les jeunes qui seront enregistrés, qui passeront les tests. Quand ils sont confirmés, et on leur donnera une formation de 2 jours sur comment préparer les candidats parce que comme vous le savez nous partons à la veille de l'examen donc il y a toute une méthodologie que nous adoptons pour qu'une fois là-bas on aide les jeunes à affronter le bac et à l'affronter. D'accord. Je peux lui poser une question? Monsieur So, ma question c'est de savoir. Je suis devenu sérieux. Voilà, parce que non, il s'attendait, voilà, il pensait que j'allais poser ma troisième question parce que je voulais rebondir. Voilà, donc moi ma question c'est par rapport à l'appui technique dont bénéficie Haran à travers le projet 224 Objectif BAC. On sait que vous n'avez pas de financement du ministère, mais est-ce que vous avez au moins un appui technique du département? Parce que vous savez que parfois les administrateurs à l'intérieur du pays ne sont pas toujours faciles avec les gens qui viennent pour aider les candidats sur place. Est-ce que vous avez un appui technique du ministère? Est-ce qu'il est prêt? Le ministère est prêt à vous accompagner dans cette aventure-là? Pour le moment, je ne peux dire ni oui ni non parce que c'est maintenant qu'on peut adresser une lettre au ministère. Mais nous avons l'habitude de rentrer en contact avec les autorités éducatives dans les régions où nous voulons déployer. Et il faut dire que parfois ce n'est pas facile. Il y a des préfectures qui nous accueillent à bras ouverts, mais il y a aussi des préfectures qui nous rendent la tâche très difficile. C'est pourquoi cette année, on veut adresser une lettre au ministère de l'alphabétisation, un appui technique, mais aussi administratif. Merci, vous pouvez continuer. Bon, moi je voudrais juste demander où est-ce que vous tirez cette force, cette volonté qui vous pousse à vous déporter d'ici jusqu'à l'intérieur sans l'appui de qui que ce soit. Qu'est-ce qui vous motive réellement? Bon, en fait, je commencerai par rappeler un événement que moi-même j'ai vécu. C'est en 10e année, quand je faisais le brevet, je crois que c'était en 2008. Je n'avais pas
un enseignant en mathématiques avec qui je me comprenais bien. Du coup, j'avais un grand frère qui était au lycée, qui venait d'avoir son brevet et qui m'appuyait à la maison. Ça veut dire quoi? Pratiquement en 10e année, moi, je n'ai pas suivi de cours de maths à l'école. C'était dans quelle préfecture, ça? Non, c'était à Conakry. Ah, Conakry, voilà, Conakry ici. Mais vous imaginez, si par exemple, à l'intérieur du pays, les élèves sont confrontés à un tel événement, et que là-bas, non seulement les enseignants ne sont très souvent pas qualifiés, mais il y a un manque aussi. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est compliqué. Donc c'est toute cette émotion, c'est tout cet encouragement-là qui nous anime à aller aider les jeunes frères à l'intérieur du projet. Kerno Amidou, chargé des opérations du projet 224 Objectif BAC. Monsieur So, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout ce qu'on peut dire. Nous, on va continuer à parler de 224 Objectifs BAC, peut-être chaque jour. Quelqu'un viendra nous parler des différentes préfectures, parce qu'en même temps, ça permet de ressortir les réalités constatées. Il y a des CP, des coordinateurs préfectoraux qui ont travaillé sur les chiffres, qui ont travaillé avec les différentes DPE, qui ont travaillé sur les situations. Ça permet également de comprendre la situation. Oui, dernière chose. Voilà, oui. Dernière chose, je voudrais lancer un appel solennel à tous les jeunes volontaires qui veulent participer au projet. Le projet il est libre et ouvert à tous. Il suffit juste d'appeler des numéros que nous partageons très souvent sur Facebook. Et d'ailleurs, je vais vous donner tout à l'heure. C'est le numéro d'enregistrement. Vous appelez, vous enregistrez. Ça, c'est pour les enseignants. Pour les enseignants, justement. Oui, les jeunes enseignants et même les vieux enseignants. Oui, les vieux enseignants. Surtout qui sont à la retraite maintenant. Là. Si vous voulez participer au projet, appelez ce numéro de 621 16 93 93 16 93 13 ou le numéro 620 48 10 00. Voilà. Vous recevrez des personnes qui vont enregistrer et le jour viendra, on vous appellera pour un test. Le deuxième appel, c'est à l'endroit des bonnes volontés. D'accord. Vous savez que c'est pas facile, surtout ce qui nous fatigue très souvent, c'est le transport des enseignants à l'intérieur du pays. Donc s'il y a des bonnes volontés qui peuvent accompagner le projet, ils peuvent se manifester et essayer de nous, même si c'est un bus qu'il faut mettre à notre disposition, même si ce n'est que 1000 francs que la personne peut payer pour participer au projet, vous pouvez le faire. Et on compte sur votre compréhension. Merci bien. So, il était notre invité dans Être et Savoir. Nous continuons notre émission juste après cette petite transition. Être et Savoir. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et Savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et Savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. Espace. Savoir, l'émission continue donc. Mesdames et messieurs, notre émission aussi, c'est maintenant que vous venez de nous joindre. Vous le savez qu'on parle d'éducation. On parle de projet d'éducation. On a notre invité qui se trouve avec nous qui se trouve avec nous dans ce studio. Monsieur le secrétaire général de la FSPE, si je ne me trompe pas. Effectivement. Ça. Monsieur Camara, bonsoir. Merci le micro, Monsieur Camara, bonsoir. Merci. Vous savez, bonsoir. Monsieur Camara, bonsoir, parce que j'ai envie particulièrement de vous saluer, vous les syndicats, vous les leaders syndicaux. Je ne vais pas dire on sommes en antenne, mais on a des dents contre vous ici. Ah bon. Merci d'avoir accepté de répondre à nos invitations. Monsieur Vali, plantez-nous le décor. Voilà, donc Monsieur Camara, ou camarade Camara, est le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. C'est un acteur vivace du mouvement syndical en Guinée. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait fait une sortie médiatique il n'y a pas longtemps sur l'éventualité de l'augmentation des prix du carburant. Il a dit, je cite M. Camara, et vous en êtes témoin, si le gouvernement augmente d'un iota, nous allons rester à la maison. Comme quoi il ne va pas toujours de même morte lorsqu'il prend position sur les questions syndicales. On verra bien. Donc, voilà. On verra bien, parce que vous savez, on verra bien. Moi je dis bien, on verra bien. Vous savez, il y a des déclarations qui sont trop faciles en même temps. Mais puisqu'il est avec nous en studio, pourquoi pas. Donc allez-y, M. Vali, non, vous écoutez. Voilà, donc nous avons donc bien voulu écouter et inviter M. Camara aujourd'hui sur notre plateau pour qu'il aborde les grandes questions aujourd'hui liées qu'on appelle ça au mouvement syndical en Guinée, mais surtout
au secteur de l'éducation. Parce qu'il y a de grandes questions qui se posent aujourd'hui. Quelle est la situation des primes des enseignants qui sont jusqu'à présent non versés? Je crois que M. Cheikh est content d'entendre parler de ça. Ouais, il n'est pas le seul, hein. Je suis là aussi. Et qu'en est-il des enseignants qui n'ont jamais perçu les primes d'incitation, c'est-à-dire depuis janvier 2020? Et conservez-vous toujours encore votre position vis-à-vis du gouvernement quant à l'éventualité de l'augmentation du prix du carburant? Et quels sont vos rapports avec les autres des questions que syndicaux. Nous allons poser à notre invité dans un instant qui arrive en même temps que Grand Kadiatou. J'ai envie de dire quelque chose. On est revenu à Grand. Grand Kadiatou. Je ne réponds pas. Bonsoir madame. Bonsoir à notre invité. Bonsoir aux autres. Bonsoir. On pose nos questions juste après cette petite transition. Être et savoir sur Radio Espace Guinée. C'est le magazine dédié à l'éducation, du primaire à l'enseignement supérieur. Animer le débat et susciter la réflexion sur les politiques scolaires et universitaires, ainsi que sur les pédagogies et les pratiques éducatives d'aujourd'hui. C'est Être et savoir sur Espace. Être et savoir, Salifou Kamara, secrétaire général de la FSPE, est notre invité et nous allons donc lui poser des questions. Monsieur Alpha, première question. Oui, Monsieur Kamara, moi je voulais savoir, parce que il y a de cela un bon nombre. Ça fait quelques mois, les enseignants ont de la peine à percevoir réellement leurs primes d'incitation. Ça, c'est la première des choses. Je vais avoir une situation claire autour de cette situation. Ma deuxième question va se focaliser par rapport aux arriérés des primes. Parce qu'à un moment donné, on recevait les primes par billetage. Après, on a mis ces primes-là sur les bulletins. Mais il y a eu des arriérés qui n'ont pas été payés. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, ces arriérés ne sont pas à la disposition. Mais on continue à payer les primes sur les bulletins. Où en êtes-vous par rapport à cette situation? Voilà. Merci beaucoup. Oui. D'abord, je vous remercie. Je salue vos millions d'auditeurs. Et je suis très content et très fier de participer à votre émission. Et la question que vous venez de me poser par rapport, n'est-ce pas, aux primes d'incitation, et c'est une question que nous avons examinée, nous sommes en train aussi d'examiner et nous sommes en train de s'investir sur le terrain auprès des autorités. Et aujourd'hui, nous sommes tous unanimes qu'il y a des primes encore des mois qui ne sont pas payés aux enseignants. Et nous savons aussi très pertinemment qu'il y a des enseignants qui perçoivent les primes sur les bulletins, il y a d'autres qui ne perçoivent rien. Et je vais vous dire pourquoi cette situation. Et vous savez, chez nous en Guinée, on a l'habitude, n'est-ce pas, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais excusez-moi, moi j'ai un vocabulaire syndical. Alors, on a l'habitude de voir généralement ceux qui gèrent les dossiers du personnel enseignant, que ces dossiers-là, des fois, ne sont pas bien gérés, ne sont pas remontés à temps. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un enseignant qui était payé, n'est-ce pas, il était à l'intérieur du pays, il était là-bas, il évoluait, il est à Conakry aujourd'hui, il est muté à Conakry, ça fait 2 ans. Jusqu'ici, la fonction publique n'est pas informée de sa situation, le MENA n'est pas informé de sa situation. Ça, c'est quelque chose, franchement, qui nous a beaucoup surpris, parce qu'on dit, quand on a mis les primes sur les bulletins, nous avons constaté que ces personnes qui ont quitté à l'intérieur du pays perçoivent les primes de l'intérieur. Ça nous a beaucoup surpris. On s'est posé la question, est-ce que ça travaille réellement à la fonction publique ou au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation? Qu'est-ce que vous dénoncez? Nous dénonçons ici que les cadres, n'est-ce pas, qui sont chargés de faire ce travail ne font pas correctement leur travail. Ils ne font pas correctement leur travail, bien sûr. Mais selon vous, il y a la fonction publique, il y a le ministère des Finances. Il y a le ministère des Finances, effectivement. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Le gros problème aujourd'hui des fonctionnaires, c'est les 2 départements. La fonction publique, le ministère, n'est-ce pas, du budget et des finances. Parce que
En même temps, c'est trop facile de les accuser. Oui, parce que vous, les organisations syndicales, vous êtes censés, on a dit dans ce studio, vous êtes censés apporter un appui à ces enseignants, porter les différents dossiers jusqu'à l'aboutissement après. Sauf qu'on remarque que vous-même, les syndicalistes, vous fonctionnez en fonction enfin, vous fonctionnez en amitié, si on peut le dire ça comme ça, ou en syndiqué. Quand quelqu'un n'est pas de la FSPE, par exemple, son situation ne vous inquiète pas, et ça ne vous dit absolument rien. Mais quand il est de la FSPE, vous êtes quand même rapide à aller voir et tenter de trouver des solutions. Du coup, ceux qui ne sont pas de la FSPE, donc ne vous intéressent pas. Et ça crée une sorte de guerre d'ego entre les leaders syndicaux. Et le problème des enseignants reste le problème des enseignants. Et votre problème se transforme en des querelles entre leaders qui a fait quoi pour les enseignants et après en faire une propagande pour dire aux syndiqués c'est nous qui vous défendons et les autres ne vous défendent pas. C'est ça le problème. Donc pour nous, c'est un peu trop facile d'accuser le ministère du budget, le MENA et les cadres de la fonction publique. Mais l'autre problème, c'est aussi vous, les syndicats. Est-ce que c'est pas ça? Non, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. Vous savez, le milieu syndical, on ne parle pas de moi. Syndicat, matière syndicale, on parle de nous, toujours. On parle de camarades. Donc ici, tous les problèmes qui concernent les enseignants, on ne voit pas seulement les syndiqués de la FSPE, ni de l'autre syndicat. Mais nous considérons un enseignant comme si c'était un enseignant. Ici, c'est une famille. La famille enseignante, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous enseignants. Nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, c'est ce que vous souhaitez. Non, pas. C'est ça le syndicat. C'est ça le syndicat. C'est ça, normalement. Le syndicat, c'est ça. En réalité, c'est pas ça. Le syndicalisme, le milieu syndical est différent, n'est-ce pas, des autres structures, mais est-ce que des autres organisations. Monsieur Camara, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais justement. Non. C'est-à-dire, le problème qui est là, c'est que les enseignants, quelquefois, quand ils ont des problèmes, généralement, tous ne viennent pas voir le syndicat. Ils préfèrent aller vers la DCE, les DPE, le département. Mais ils ne viennent pas voir le syndicat. Et généralement aussi, les enseignants, comme on le dit, l'enseignant n'a pas le temps. Quand il a un problème, il dépose son dossier. Nous, par exemple, dans les préfectures, là où ça n'allait pas par rapport au paiement des primes d'incitation, parce que nous avons, moi, la FSPE, nous avons, n'est-ce pas, une personne qui supervise la commission de paye. Donc, lorsque les enseignants ont des problèmes, il leur dit carrément de remonter, d'envoyer les dossiers. Et quand une fois elle est à Conakry, nous prenons les dossiers, nous allons vers la commission de correction. Et cela a apporté beaucoup de solutions dans les préfectures, dans les sous-préfectures, même dans les villages. Parce que ce que nous avons tout dernièrement, nous étions à Bokeh pour une formation syndicale, nous avons constaté qu'il y a des enseignants qui sont dans les petits villages, qui vivent très difficilement. Mais quand tu dis aujourd'hui, un enseignant qui est au village 1,3 million, celui de Conakry va dire, mais vous avez favorisé celui qui est dans la brousse. Et lui, il ne paye pas le transport, il ne paye pas. Mais quand vous allez dans ces brousses-là, vous voyez ces enseignants-là, comment est-ce qu'ils mènent leur vie Général, si je comprends bien, aujourd'hui, si les enseignants sont mal défendus, c'est leur faute, c'est pas la faute des leaders syndicaux, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Alors vous avez dit quoi? Vous savez, à un moment donné, chacun doit prendre sa responsabilité. Nous, les leaders syndicaux, nous devrons jouer notre responsabilité face au devoir, à la confiance qu'on nous a confié les syndiqués. Vous comprenez? Normalement, c'est ce que vous devriez faire. Mais c'est ça. Non, mais c'est pas ce que vous faites. Quand moi je parle des leaders syndicaux, je parle pas de problème. Le syndicalisme aussi, il faut connaître le milieu syndical. Je ne peux pas tomber du ciel un beau matin dans le panier syndical pour dire que je suis un syndicaliste. D'abord, on commence à l'école, à la base, de l'école commune, Monsieur Camara, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Qui est sorti de nulle part pour dire qu'il est syndicat en réalité? Parce que moi, je vous ai posé une question, je ne suis pas en train de comprendre la réponse. Je vous dis aujourd'hui, les enseignants sont mal défendus. Est-ce que c'est leur faute?
ou bien c'est la faute des leaders syndicaux? C'est vous qui le dites. Monsieur Camara, mais attendez, les gens ils s'en plaignent. vous savez les enseignants sont très bien défendus aujourd'hui. Les enseignants sont défendus. On a reçu Roméo ici, monsieur Valli, vous vous souvenez? Il a dit que les leaders syndicaux, vous avez menti aux enseignants. Vous les avez trahis, que ce soit pour les 8 millions, que ce soit pour les primes d'incitation, que ce soit tous les problèmes que vous avez portés au niveau des syndicats. Vous les avez menti, ce sont les même sur les 5% de les 5% qu'on va évoquer tout à l'heure là. Donc pour nous, les syndiqués sont mal défendus par les leaders syndicaux. Cependant, Monsieur il y a des leaders. Je crois même d'ailleurs, il y a la question des primes d'incitation. Il n'y a pas longtemps, il y a un mouvement syndical dont je tairai le nom, qui a annoncé en grande pompe que les primes d'incitation seraient payées. Et qu'elles avaient eu des entretiens avec le Premier ministre qui avait promis mordicus de payer les primes d'incitation. Et la dernière fois, j'étais sur la toile. Mais la FSE, on a vu les images. La dernière fois, j'étais sur la toile. J'ai vu une flopée d'enseignants se déchaîner avec véhémence contre ces leaders syndicaux qui ont annoncé de façon qu'on appelle ronflante le paiement de leurs primes qui n'est jamais venu. Je crois que c'est à cela que moi je parle même de ça. J'aime bien sur sa question. Oui. Vous savez. C'est pas facile. Oui. Nous étions avec, vous savez, le mouvement syndical. Aujourd'hui, ce que nous appelons l'intersyndical de l'éducation, c'est-à-dire les structures, les 4 structures, et à moins que d'autres structures refusent de venir, comme la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, c'est une fédération qui a été créée depuis 1945. Donc, c'est la maison mère de toutes les structures syndicales en République. Sauf qu'elle est impuissante maintenant. Est-ce que, monsieur Camara, s'il vous plaît, je ne veux pas vous couper, est-ce que ça ne vient pas de là, en fait, le problème qu'il y a au niveau des différentes structures syndicales? Parce que j'ai comme l'impression que chacun veut se donner, en fait, le droit d'aînesse, s'il faut, pour dire que c'est nous qui étions là, c'est nous qui défendons. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est nous les plus importants ou les plus influents. On a vu tout le monde. C'est une lutte d'influence en fait. Tout le monde a envie de devenir, si je peux me permettre le qualificatif, tout le monde a envie de devenir Aboubacar Souma, le syndicaliste influent qui défend les enseignants et ainsi de suite. Donc du coup, il y a PP qui se gonfle la bloc parce que le SNE est là. Il y a M. Camara qui veut dire qu'il est celui qui rencontre le Premier ministre pour défendre les enseignants. Il y a d'autres personnes en fait. Du coup, les enseignants ne sont pas du tout défendus. On nous fait croire que vous défendez les enseignants. Est-ce que le problème, c'est encore pas vous? Au fait, un syndicaliste, lorsque tu apportes des accusations, il faut avoir des preuves. D'accord. Le syndicaliste n'est pas égal à un politicien. Ok. Quand tu as des sujets, tu as des accusations à l'encontre des autres, il faut des preuves palpables. C'est ça le syndicalisme. D'accord. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir, pour accuser Paul et Pierre. Mais ce qu'il faut, la vérité c'est quoi? C'est vrai que ça ne va pas dans nos maisons. C'est vrai, c'est une réalité. Ça ne va pas. Moi, on est d'accord parce qu'il y a un problème qui est là. Un véritable problème. C'est quoi ce problème, monsieur? Le gouvernement joue, n'est-ce pas, sur la ficelle. La ficelle, oui. Vous savez, c'est pas facile. Diviser pour mieux régner. Il faut être fort, il faut être très fort, il faut être objectif pour ne pas quitter la ligne de conduite. Quand vous dites le ça, gouvernement, c'est deuxièmement, non, j'arrive, j'en reviens. Allez-y. Deuxièmement, nous avons rencontré le Premier ministre, c'est bien vrai, parce que nous avons adressé d'abord une première lettre. Et lors de la dernière négociation à la fonction publique, il était dit, n'est-ce pas, qu'une commission interministérielle devrait être mise en place pour examiner les autres points, c'est-à-dire les autres primes et indemnités qui sont caduques. Donc, cela n'a pas été fait. Deuxièmement, on a la lettre que nous avons envoyée au Premier ministre, nous avons signifié cela. L'ouverture d'un couloir de négociation, le paiement des 3 mois de rappel des primes. Alors, on a envoyé la lettre. Finalement, nous avons demandé une audience. Parce que nous avons compris généralement les grandes questions, n'est-ce pas, nationales. Généralement, les ministres ne peuvent pas décider. Seul le Premier ministre ou le président de la République. Nous nous sommes dit, allons vers le Premier ministre parce que nous avons des expériences. Lorsque le ministre nous dit, ou tel technicien de la fonction publique nous dit, les primes seront payées à la fin du mois, et la fin du mois arrive, on ne voit rien. Donc, on était devenus des menteurs. Alors, donc, nous nous sommes dit, donc, il faut aller directement voir
le Premier ministre, le décideur, nous sommes allés, bien sûr, nous sommes allés le rencontrer et nous l'avons expliqué par rapport à tout ce qui s'ensuit à l'éducation. Oui. Et il a lui-même, il a pris son téléphone, il a appelé le ministre du budget pour lui demander est-ce que c'est vrai que les 3 mois de rappel ne sont pas payés, c'est-à-dire d'ailleurs ne sont pas payés encore. Effectivement, lui a confirmé ça. Il a ordonné à ce que ces primes-là, les 3 mois soient payés avant la fin du mois de juin. Donc c'est lui-même le Premier ministre. Avant la fin du mois de juin. Donc vous nous confirmez que... On y va. Ça, c'est pas le langage du secrétaire général Salif Camara, mais ça, c'est le langage du Premier ministre. Donc la vous dites quoi au syndicat? Non, attendez. Nous sommes venus en lobby. Vous savez, le syndicalisme aussi, et il faut modérer, n'est-ce pas, nos façons de revendiquer. Parce qu'on a vu que nos façons de revendiquer, ça faisait beaucoup de toyi-boyi dans la cité. Et finalement, les parents d'élèves avaient le dégoût, les élèves avaient le dégoût, même les enseignants, finalement, vraiment, ils étaient perplexés dans les écoles. Mais bien sûr. Donc, c'est en même temps trop facile. Bien sûr. Moi, je vous dis ça, parce que vous savez, c'est ce qui a apporté si aujourd'hui vous rencontrez le Premier ministre. Sinon, le Premier ministre vous a dit, refondez-vous, les syndicats, les responsables ou les sociétés, les organisations syndicales. Parce que vous ne serviez pas à grande chose, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Ça c'est le langage du Premier ministre. Oui, je sais que dire ça. N'est-ce pas? En même temps, et tout ce que lui dit, c'est politique. Non. Alors nous, c'est pas politique. Oui, mais qu'est-ce que vous, par exemple, pour aborder dans le même sens que vous avez posé votre question, je voulais poser la question à sa suite, à savoir si aujourd'hui un de vos syndiqués vous appelait général. Vous avez rencontré le Premier ministre. Il vous a dit fin juin, ça va se faire. D'ici fin juin, il a dit. Je ne retiens ça. Mais je vous fais confiance. Ou supposons que vous, général, vous êtes en face de vos syndiqués. Vous tenez votre discours, vous leur direz quoi? En fait, comme je vous ai va vous payer fin juin. Alors j'explique comme ça à mes syndiqués. Alors au cas où il y a autre, mais moi j'ai confiance au Premier ministre. Parce qu'il l'a dit vous mettez donc votre langue au chat. Et je sais que la fin du mois de juin ne passera pas tant que les 3 mois. Mais bien sûr. Mais si le dit que vous prenez la garantie que d'ici fin juin, on va payer. Le Premier ministre n'est pas n'importe qui. C'est vous qui venez de dire que le Premier ministre est politique. Oui, il est politique. Alors vous croyez en ces discours politiques? Non, il peut pas. Non, ça c'est pas un discours politique. C'est pas un discours. C'est un droit. C'est un droit qui est là. Donc il faut payer. C'est un politique qui vous a parlé. Donc la confiance est restaurée entre le mouvement syndical et le gouvernement. Vous faites confiance au Premier ministre. Monsieur Vali, j'ai envie de dire à Monsieur Camara, si votre démarche là, elle a abouti et elle pourrait aboutir en fait au paiement de ces primes là. Des arriérés. Oui, des arriérés. Pourquoi cette démarche là n'a pas été faite pendant tout ce temps là? Parce qu'on en parle quand même. Ça fait combien de temps on est en train de parler de ces problèmes de primes d'incitation là? Si aller voir le Premier ministre pouvait résoudre le problème, pourquoi les structures syndicales ne l'ont pas fait depuis tout ce temps? Bien. Je viens de vous dire, nous les structures syndicales, le syndicalisme, nous avons des démarches, nous avons des stratégies à suivre. Donc, c'est pas comme ça une personne vulgaire se lève un beau matin devant un groupe pour aller voir. D'abord, bien avant le Premier ministre, il y a, n'est-ce pas, nos ministères de tutelle directs, nos interlocuteurs directs, le MENA, le ministre de l'Éducation. Il y a aussi le ministre de la Fonction publique, son secrétaire général qui est membre même de la commission de négociation et le chef de cabinet. Nous avons aussi les cadres, n'est-ce pas, du ministère des Finances et du budget, n'est-ce pas? Donc il faut d'abord aller pas à pas. On ne peut pas sauter ceci. On va voir le Premier ministre directement. Il faut d'abord voir effectivement de quoi ceux-là sont capables. Alors une fois que cela est connu, maintenant nous entamons d'autres démarches pour pouvoir aboutir à notre objectif. Bon, moi je vais un peu déplacer. Il faut qu'on évolue sur les 5%. Je vais un peu déplacer le débat. Je parle par rapport aux 5%. Est-ce que vous avez participé? Avez-vous participé au problème des 5%? Je vous remercie. Et ça c'est un sujet très important. D'accord. Parlez-nous-en. Un défenseur, vous êtes devant
une masse, des individus, tout ce qui va de leur intérêt, que tu sois intéressé de près ou de loin, tu dois d'abord réfléchir. Qui a signé les 5%? J'en viens. Vous comprenez? Ça, c'est un. La couverture sanitaire, c'est dans tous les pays du monde. On le sait. Dans tous les pays du monde. Ça, c'est un. Tant qu'on ne trompe pas les syndicats. Et j'ai premièrement, ça déjà, c'est l'œuvre du syndicat. C'est l'initiative du syndicat. Parce que, d'abord, le travailleur doit être logé. Le travailleur doit être soigné. Le travailleur, n'est-ce pas, doit être mis dans les conditions très favorables pour lui permettre, n'est-ce pas, d'économiser ou d'évoluer dans sa vie. Voilà. Donc, d'épargner en un mot. Des conditions requises. Donc, en fait. des conditions requises. Dans tous les pays, au Mali, ça existe. En Côte d'Ivoire, ça existe. Partout dans la sous-région, ça existe. Maintenant, en Guinée, c'est la loi qui le dit. On a dit le gouvernement doit subventionner. Il y a un pourcentage que le gouvernement doit donner, n'est-ce pas, comme subvention aux travailleurs. Ça, c'est pour les soigner. Les travailleurs aussi doivent cotiser, ajouter sur ce que le gouvernement donne. C'est de cela maintenant qu'on prend pour soigner les travailleurs. Si, par exemple, toi, le travailleur, ta femme, tes enfants, la famille fermée. Un exemple frappant. Et en Côte d'Ivoire, quand nous étions à une rencontre internationale en Côte d'Ivoire, nous avons pris langue avec les camarades syndicalistes, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Ils nous ont donné des explications. D'ailleurs, même en décembre, je suis invité pour leur congrès, participer au congrès de la centrale de l'éducation. En France, la même chose. Nous nous sommes renseignés. Ce qui m'inquiète, écoutez-moi une minute. Ce qui m'inquiète, en tant que fédération, ça c'est géré par nos centrales syndicales. Là où se situe mon problème, on se bat par-ci, par-là pour avoir 8 millions. On n'a pas pu avoir les 8 millions. On n'a pas pu avoir grande chose. On nous donne des primes avec la main droite. On nous retire 5% avec la main gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, donc vous êtes d'accord avec les 5%? Monsieur Camara, c'est ce que j'ai envie de comprendre. Ma position. Pour écouter la question, oui ou non d'accord avec les 5% et pourquoi? J'en viens. C'est que le chemin que vous empruntez est trop long. Est-ce que vous validez les 5% ou pas? J'ai dit à la classe syndicale, n'est-ce pas? À la classe ouvrière. Mais pourquoi vous êtes l'œuvre de nos aînés, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez peur de dire ce que vous pensez? Peur de quoi? Vous hésitez. Je n'ai jamais peur. Non, vous êtes en train d'hésiter là. Les 5%. C'est que les 5%, pour répondre à une question, il faut des arguments. Oui, mais pour répondre à une question, il faut être précis. Ce camarade, nous, s'il vous plaît, écoutez, le problème, les 5%, vous êtes d'accord? Tous les travailleurs, normalement, doivent cotiser. Donc, c'est un devoir pour tous les travailleurs. Donc, vous êtes d'accord de ce prélèvement? Si la démarche a manqué, cela ne veut pas dire que nous allons, n'est-ce pas, boycotter, n'est-ce pas, ce taxe. Non, mais qu'est-ce que vous appelez la démarche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que je pense bien que vous n'avez pas apprécié cette démarche. Déjà. Il est d'accord avec le principe, mais comment la chose fonctionne, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, lorsque, aujourd'hui, vous êtes devant une institution et que l'institution la marche, vous devrez informer ceux dont qui vous ont porté confiance. C'est-à-dire la base. Ils doivent être informés à tous les moments, à la minute. Effectivement. Les tenants et les aboutissants. Ce qui n'a pas été fait. Cela a manqué. D'accord. Non, si vous dites que cela a manqué, il nous reste 2 minutes. Écoutez, moi, deuxièmement, qu'on attende. C'est-à-dire le problème, il faut d'abord adhérer, voir la gestion pour critiquer. Vous parlez de 5%, les salaires sont minables. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais vous vous posez la question, quand est-ce que nos salaires seront, n'est-ce pas, satisfaisants pour nous? Quand est-ce? À quel moment? Vous imaginez, vous oubliez qu'il y a milliers d'enseignants. On aurait pu considérer ces 5% comme étant une augmentation. On aurait pu considérer ces 5% comme étant une augmentation que l'État peut faire
aux enseignants au lieu de défalquer du salaire des enseignants. Le syndicalisme, c'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Moi, je vais vous poser une seule question. S'il vous plaît, aujourd'hui, on peut... La lutte syndicale n'est pas une lutte instantanée, c'est une lutte continuelle. Vous êtes secrétaire général, vous êtes secrétaire général de la FSPE. Oui. Vous avez des syndiqués. Oui. À partir du mois de juin, l'État va prendre 5% sur le salaire des enseignants. Des enseignants. Vous leur dites quoi? Accepter ou refuser? Non, ça, le problème... Vous n'osez tout pas directement. Non, vous n'êtes pas en train d'oser votre réponse. Moi, sans langue de bois, la démarche a manqué. Donc il refuse. La démarche a manqué. La démarche a manqué. Ouais, mais je ne peux pas dire. Sauf que vous dites quoi vos syndiqués, M. Camara? Un avantage qui rentre dans votre intérêt. Mais vous dites quoi vos syndiqués? Oui, mais il a. Monsieur Camara a reconnu que c'est une norme. C'est normal que les gens payent. Ce n'est même pas une exception guinéenne. Tout le monde paye la cotisation pour l'assurance maladie. Mais il n'est pas d'accord avec, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est cette démarche-là, je vais un peu revenir. Vous rejetez les 5%, ça n'a pas été bien fait. Est signataire. Voilà. Bien, suivez. Alors, moi, les centrales syndicales regorgent des fédérations. C'est l'ensemble des fédérations qui ont signé le document. Les centrales qui ont signé. Qui regorgent les centrales. Donc, c'est les centrales, c'est une question, des grandes questions d'intérêt national, c'est les centrales qui gèrent. Mais lorsque la démarche, si aujourd'hui il y a du toyeboyi, il y a l'incompréhension, c'est que la démarche n'a pas été suivie comme ça se doit. S'il y avait une forte sensibilisation, si tout dernièrement les centrales étaient à l'intérieur du pays pour sensibiliser. Mais j'ai vu ce que nous remarquons, c'était dans les régions. C'était dans les régions. Il fallait aller jusqu'à dans les villages pour expliquer à l'enseignant Y que voilà. Comme ça, il peut adhérer. Personne ne peut accepter qu'investir ton argent, même si c'est 1 franc, dans quelque chose dont tu n'as aucune idée. Mais c'est normal que les gens protestent. C'est normal parce qu'ils ne sont pas bien informés. Mais s'ils sont bien informés, je vous le jure, vous n'entendrez pas de bruit. Parce que là, aujourd'hui, vous tombez malade. Si aujourd'hui, les hôpitaux qui sont à Conakry ou en Guinée ne peuvent pas vous soigner, on vous envoie en Tunisie. Et là-bas, le salaire ne peut pas couvrir tout ça. Donc, dans tout ça, mais si les démarches ne sont pas bonnes, ça crée la confusion. S'il y a la désinformation aujourd'hui, c'est parce que la confusion, c'est qu'il n'y a pas eu d'explication claire autour de ça. Sinon, sans quoi aucun travailleur ne refusera de cotiser. Ça, je vous le dis. De camarade Salifou Camara, secrétaire général de la FSPE. Il était notre invité dans l'émission Être et Savoir la fin. On se limite là aujourd'hui dans l'espoir de se retrouver demain. Merci à tous de nous avoir. Je sais, je vous avais dit, je vous donnerai la parole pour annoncer le sujet de demain. Mais on va attendre demain parce qu'aujourd'hui, on a largement dépassé le temps. Monsieur Camara, merci d'être passé dans ce studio. Merci bien. Merci à la technique dirigée par Alassane Diallo, Lamine Sidibé et toute l'équipe d'en bas à la radio. Il y avait mon ami du mois de Ramadan, Mohamed Camara. Non, on se retrouve donc demain dans un autre numéro de Être et Savoir. Parce que tout simplement, l'éducation est tout ce qu'on peut faire de mieux. Au revoir. Être et Savoir.